BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, 19h31, en ce mardi soir, très heureux de vous retrouver. En ce 11 novembre, on est en direct, bien sûr, à la radio, à la télé, comme chaque soir, c'est Tech & Co, la quotidienne, 19h30, 21h, votre rendez-vous tech quotidien sur BFM Business. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech & Co, eh bien, on va s'intéresser à un robot étonnant, encore une fois made in China, c'est Xpeng, à l'origine constructeur automobile, qui a présenté cette démo qui est plus vraie que nature, on va en parler dans quelques instants. On parlera aussi d'un échec pour Apple, car visiblement l'iPhone Air, sorti en septembre dernier, ne se vend pas, et donc Apple pourrait même imaginer annuler les prochains iPhone Air, on va en parler là aussi. Et puis un invité que nous aimons beaucoup ici, c'est un confrère, il est journaliste au Point, c'est Guillaume Gralet qui va nous accompagner durant toute cette émission. Et on prendra le temps avec lui entre 20h30 et 21h pour parler de son livre qui vient de sortir, Les Pionniers, où il nous raconte un petit peu la genèse de la Silicon Valley, et puis surtout ses rencontres avec les stars de la tech. Ce sera tout au long de cette soirée. Merci d'être là, bienvenue, c'est Tech & Co et c'est parti. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. On débriefe l'actu tech ce soir sur BFM Business. Et puis, sachez qu'évidemment, on est en direct à la radio, à la télé. Mais après, vous pouvez retrouver les replays et les podcasts de ce rendez-vous avec, ce soir, sur le plateau de Tech & Co, Salim Nassur qui est là. Salut Salim. Salut. Heureux de te retrouver. Fondateur de Mars avec 2 A. C'est important. Voilà, ex-Google. Enfin, tu as... on va dire, un pédigré dans la tech assez intéressant, et c'est pour ça qu'on te retrouve régulièrement pour tes analyses. C'est très sympa de t'avoir. C'est toujours un plaisir. À tes côtés, Guillaume Gralet, justement. Salut Guillaume. Salut François. Voilà. Ouais. Tout va bien ? Super, super. Ravi de t'accueillir sur le plateau de Tech & Co. Guillaume est journaliste au Point, et tu es l'auteur de ce livre. Voilà. Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle, paru aux éditions Grasset. On est très heureux de passer cette soirée avec toi. Super. Déjà pour commenter l'actualité du jour, et puis après, on rentrera dans les détails et tu nous raconteras quelques histoires croustillantes que tu as pu écrire dans ce bouquin. Notamment, tu as rencontré les plus grandes stars de la tech durant toute ta carrière, qui est loin d'être terminée, et notamment un certain Mark Zuckerberg. Et tu y allais même visiter le bunker de Mark Zuckerberg. C'est à Hawaï, un truc de dingue, mais on n'en dit pas plus. Voilà, il y a pire comme reportage. Ouais, c'est clair. Et pour vous montrer un petit peu quand même l'état d'esprit de ces gars-là, ils imaginent pouvoir se connecter par la pensée et ils imaginent le pire avec la fin du monde et un bunker au cas où pour évidemment héberger toute sa famille. Mais un bunker qui fait combien de mètres carrés ? Non, mais c'est des hectares en fait. C'est des hectares effectivement. Et puis surtout, il y a un élevage. Enfin, tout est fait pour vivre de manière autosuffisante. Mais c'est assez ingénieux. C'est dingue quand même. Ouais. Et Fred Simotel qui est là. Salut mon Fred. Bonsoir à tous. Salut, journaliste à BFM Business qui va m'accompagner tout au long de cette soirée aussi. Fred, tu as lu ce bouquin de Guillaume. J'ai dévoré. Voilà. C'est une question déjà. On a déjà parlé à les librairies de l'écho d'ailleurs. C'est vrai. Avec quand on suit tous ces gens-là, on aime bien avoir. Évidemment. On ne connaît pas tous personnellement. Parce que nous, on baigne là-dedans, c'est vrai. On a eu la chance d'en croiser 2-3, mais là en plus, c'est les conditions souvent dans lesquelles tu les as rencontrés. Parce que les rencontrer dans le cadre de conférences de presse, ça nous arrive, mais là t'en as quand même certains. C'était assez intéressant. On en parlera tout à l'heure. Messieurs, pour débuter, j'aimerais qu'on évoque la robotique. S'il y a bien un sujet qui galope en ce moment, c'est la robotique et notamment les robots de type Android, c'est-à-dire les robots humanoïdes avec des bras et des jambes. Ce qui est intéressant, c'est que il y a énormément de sociétés qui sont là-dessus. Alors, on connaît Figure.ai, on connaît évidemment Tesla avec Optimus. On connaissait peut-être un peu moins Xpeng. Xpeng, on les connaît en Europe par leurs véhicules. Ils ont des voitures assez étonnantes, dont un véhicule qu'on avait présenté, je crois que c'était au CES de Las Vegas, Fred. 2024. Une espèce d'énorme 4x4. Ah oui, un 6 roues. Voilà, vous appuyez sur un bouton et là vous avez une espèce d'hélicoptère qui sort du 4x4.
Voilà, en toute simplicité, hein, bien évidemment. Et donc, vous avez un petit hélico qui marche, hein, et on se dit, bah, c'est de la 3D, c'est des trucs, encore une fois, bullshit qui sortiront jamais. Non, non, non. Xpeng commence à fabriquer ce type de véhicule, alors qui est disponible en Chine, pas chez nous, parce que, évidemment, la réglementation est à 10 000 années-lumière d'accepter ce type d'appareil, mais en Chine, ça existe, ça coûte 200 000 $, je crois. C'est assez étonnant. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Xpeng, Fred, sort aussi un robot humanoïde plus vrai que nature. Et j'aime bien comment ils le présentent. Ils disent, parce qu'ils tirent parti de leur expérience en voiture, ils disent, voilà, bah, c'est tout simplement un véhicule autonome à pattes. Et je trouve que, non, mais l'expression est toute bête, mais on comprend exactement ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, bah oui, les véhicules autonomes, ils savent se diriger, ils nous transportent en plus. Bah là, c'est véhicule autonome à pattes. Ça veut dire qu'un robot qui doit être capable de se débrouiller tout seul. Alors évidemment, derrière, c'est des pros de la batterie pour leur hélicoptère. Parce que quand on avait vu Xpeng en 2023, leur hélicoptère, on le sortait du gros 4x4, là, enfin de cette énorme petite camionnette, et puis en fait, il s'envolait, il fallait qu'il se repose tout de suite parce qu'il n'y avait plus de batterie. Oui, bon, l'année dernière déjà, on a vu qu'il y avait pas mal d'avancées dans ce domaine-là, et évidemment, ils vont faire bénéficier de tout ce qu'ils ont en technologie sur la batterie, sur la miniaturisation, enfin sur tout un tas de choses, à ces robots humanoïdes. Et puis surtout, je trouve que depuis, on avait vu ça au World Robot Forum en mois d'avril 2024, où on commençait à voir, il y avait plus de 70 entreprises qui présentaient des robots humanoïdes, il y en avait 23 qui avaient ça en Chine, et là on se dit, ça y est, là-bas, ils ne se posent plus la question, c'est un marché, alors, ils sont lancés. Ce qui est intéressant, c'est que ce robot est tellement réaliste, il fait tellement humain, que le patron d'Xpeng a été obligé de faire une vidéo. Hein, Guillaume, je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, non, mais c'est assez dingue. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de désosser le robot, désosser une de ses jambes, pour montrer qu'effectivement, il n'y a pas... c'est pas un humain. Un humain à l'intérieur, une femme en l'occurrence. Et il y avait encore des sceptiques, donc ils ont fait une deuxième vidéo où, là, carrément, l'humanoïde a les mains coupées, les bras coupés, et il lui manque carrément une jambe pour qu'on montre que c'est de l'électronique et c'est pas un humain à l'intérieur. Ouais, à moins qu'ils coupent véritablement les membres d'un vrai humain et qu'après ils le déguisent en robot, mais je pense pas qu'ils aillent jusque-là quand même. On va peut-être faire une troisième vidéo pour toi. C'est ça, sans la tête. Non, c'est vrai on va voir ce qui se passe. Quand on le voit se déplacer, on a un doute. Et alors, si vous êtes avec nous à la télé, on vous montre cette vidéo-là qui est impressionnante. Ils sont obligés, pour prouver que c'est un vrai robot et non pas un humain, de désosser sa jambe. C'est dingue. Et c'est vrai qu'il a une démarche... On dirait les mannequins sur les podiums, là. Hyper réaliste. Une démarche un peu élancée, un peu élégante, tranquille, qui n'est pas du tout comme celle des robots traditionnels qui, eux, sont toujours un petit peu brutales. Là, on voit, c'est fluide. C'est impressionnant. Et voilà, et la Chine, encore une fois, qui prend le large en termes de technologie. Oui, en fait, moi, ça me rappelle, effectivement, ça va très très vite. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'IA, mais là, de manière matérielle. C'est-à-dire qu'on a du stop and go, mais ça va de plus en plus vite. Je me rappelle avoir interviewé, d'ailleurs, c'est un ami de Yann Lequin dont on parlera tout à l'heure, Ludovic Righetti, qui est un Français, qui est prof de robotique à l'université de New York. Et il m'expliquait qu'il y avait un double challenge. Et pendant longtemps, c'était l'équilibre sur les robots humanoïdes. Moi, je l'avais vu chez des inventeurs français de Limoges, Saib Droid. Il me disait, nous, on est obligé de nous arrêter parce qu'on n'arrive pas à faire tenir un robot de manière régulière, etc. Et puis, ce qu'expliquait Ludovic Righetti, c'est que dès qu'ils doivent porter quelque chose, eh bien, là, on le voit avec juste une théière, mais ça remet de la complexité. Oui, parce qu'en fait, ça déséquilibre le robot, donc il faut que les capteurs recalculent l'équilibre. C'est ça. Imagine quand tu dois monter des marches, quand tu as un terrain en pente. C'est sûr. C'est terrible. Et donc, pendant longtemps, on a vu Ludovic, il se moquait un tout petit peu des premières démonstrations d'Optimus, où on voyait que les robots étaient téléguidés. Donc, c'est encore le cas, beaucoup de robots humanoïdes. Mais on le voit chez un compatriote de Xpeng qui s'appelle Unitree, des robots capables de faire des saltos arrière. Du kung-fu aussi. Du kung-fu, c'est assez dingue. Alors, le Graal, certains robots très vraisemblables comme Ameca, l'anglais, c'est de mélanger cette nouvelle mécanique de plus en plus fluide avec des modèles de langue ou en tout cas une IA logicielle, et là on aura quelque chose d'assez bluffant, je pense. Est-ce qu'on peut dire, et après évidemment on écoutera l'analyse de Salim, mais est-ce qu'on peut dire que la Chine a une vraie avance aujourd'hui sur le reste du monde en termes de robotique? Là, on a vu, ces tout derniers jours, c'était le 5 novembre, Jensen Huang, donc le
le créateur de Nvidia. Alors, il est un peu conflicté avec Donald Trump parce qu'il a beaucoup souffert des restrictions qu'on lui impose. Il ne peut plus vendre ses puces en Chine. Voilà, quand même lui qui est embêtant. né en Taïwan, qui a fait une super success story en Californie et qui ne peut pas vendre ses puces de toute dernière génération à la Chine, il a expliqué parce qu'il a continué à se déplacer en Chine alors que Donald Trump était de plus en plus dur avec l'Empire du Milieu, dire eh bien la Chine est bien partie pour remporter la bataille de l'intelligence artificielle. C'est vrai que vu d'ici d'Europe, on ne se rend pas toujours compte à quel point ça va vite en Chine. Salim, Wow, beaucoup de choses à dire. t'avais déjà vu la démo de ce robot? Non seulement j'ai vu, mais c'est un truc que je suis depuis très longtemps, si tu veux. Comme tu sais, moi j'interviens beaucoup en entreprise, je fais pas mal de conférences, et ça fait très longtemps que je dis attention, la robotique arrive, au-delà de l'IA. Et je me souviens, on avait déjà eu un débat ici avec un des experts qui voyait ça arriver dans 10, dans 20 ans ou dans 30 ans. Moi, ça fait un moment que je dis ça arrive très très vite. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en effet, la technologie évolue très vite. Et ça, je l'avais déjà montré avec la voiture autonome. Donc j'aime bien l'expression que tu reprends, Frédéric, que c'est finalement c'est une voiture autonome sur 4 pattes. Mais moi, je montrais déjà à l'époque, il y a plus de 10 ans, quand j'étais chez Google, on me disait à un moment, il y aura des voitures qui vont se conduire toutes seules. Et les gens disaient non. Aujourd'hui, même quand tu arrives avec des voitures qui se conduisent toutes seules, les gens se disent non, c'est pas possible. La réalité, c'est que c'est là. Et l'autre point, c'est aussi que les gens n'arrivent pas à se projeter, si bien qu'aujourd'hui, on est encore en défiance en se disant j'ose pas monter dans une voiture autonome parce que c'est une machine et j'ai peur de la voiture, alors qu'au final, un humain va faire plus de... Quand tu vois le volant s'agiter devant toi. Exactement. Et là, c'est la même chose avec la robotique. Les gens ne veulent pas y croire, or ça s'accélère de plus en plus vite. Pareil, à l'époque où j'étais chez Google, il y avait Atlas. Je sais pas si tu te souviens d'Atlas. C'était ce qu'il y avait. Voilà, Boston Dynamics, c'était ce qu'il y avait de mieux. Acheté, puis revendu après. Mais c'est ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Et aujourd'hui, quand tu regardes, mais c'était il y a à peine 6 ans, si tu veux, le bond quantique qui a été fait dans la robotique, effectivement, avec, tu parlais du Nitri, moi ça fait longtemps que je parle du Nitri, où ça, cette entreprise chinoise qui a compris effectivement que c'est le vent. Et là, c'est là où ça me sidère, c'est que les entreprises ne comprennent toujours pas que c'est le sens de l'histoire. Tu as un Xpeng aujourd'hui qui faisait des voitures, qui fait des robots. Tu as un Tesla qui faisait des voitures, qui fait des robots. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour comprendre qu'on va aller vers cette automatisation? Mais justement, c'est ce en quoi les Chinois sont assez forts, et c'est ce qu'a compris Elon Musk, c'est que ce côté un peu intégration verticale. C'est-à-dire Xpeng, ils font tout, ils font la batterie, ils font les processeurs, et on voit des BYD qui sont partis du processeur, qui maintenant font les voitures. Et ça, les Chinois, c'est pour ça quand François, tu disais, mais les Chinois ont pris une vraie avance. Oui, c'est parce que c'est les industriels, les ont directement intégrés. Alors que nous, aujourd'hui, alors on voit, comment il s'appelle, Jean-Luc Costanza avec Wondercraft, qui travaille avec Renault. Donc on commence à voir ce rapprochement. Qui fait partie des exosquelettes. Voilà, dès qu'il fait des exosquelettes pour les handicapés. Et pour les handicapés, il travaille avec Renault pour utiliser leur maîtrise de la robotique, de la construction métallique, de tout ce que ça s'appelle la mécanique, mettre de l'électronique, tout ça là-dedans. Et les Chinois, eux, ils se posent beaucoup moins de questions. Un Xpeng dit nous, on fait des voitures, on va aller faire des robots. Alors que nous, on est encore un peu. Mais les Américains aussi. Il faut cela dit, ils ont le même scénario Tesla. Pardon ? Non, mais justement, il n'y a que Tesla qui a ce scénario. On n'a pas vu un General Motors dire tiens, nous aussi, on va faire un robot. Alors qu'ils auraient pu racheter Boston Dynamics. On a vu Hyundai qui avait racheté, Boston Dynamics, justement, qui avait sans doute cette idée de se dire il faut aller vers le tout intégré. Après, moi, j'ai une seule remarque par rapport aux robots humanoïdes. Moi, je pense que le côté humanoïde, il y aura quelques applications. Moi, je ne crois pas aux 2 jambes. Je crois à tout le côté humain, tête, machin, tout ce qu'on veut, même 6 bras. Pourquoi tu crois pas aux 2 jambes ? Parce que la mobilité, ça demande quand même. Moi, j'ai encore appelé cet après-midi. Enfin, j'ai envoyé un message. T'as appelé un robot, je crois. Ouais, j'ai appelé un robot. Non, mais un copain qui travaille sur ces aspects robots, et il me confirme que cet aspect sur 2 pattes, c'est quand même compliqué. Alors que la roue, à roue ou une boule, ça va beaucoup. Et lui me dit, on a encore ce gros souci, c'est très consommateur, c'est même en puissance de calcul. Et aujourd'hui, voilà, le côté humanoïde pour développer en masse, ça, pour l'instant. Pourquoi tu ne peux pas passer autrement que par de l'humanoïde ? Parce qu'en fait, le monde qu'on a créé est un monde d'humains. Et à partir du moment où tu mets des roues, il y a des endroits où ils ne vont pas pouvoir passer. Le meilleur moyen de pouvoir se mettre dans un environnement humain, c'est d'avoir un humanoïde. Parce que tout le monde qu'on a construit depuis des centaines d'années, il est fait pour des humains, il n'est pas fait pour des gens qui roulent avec des roues. Tu vois des trucs à 3 roues qui marchent très bien, qui montent les marches. Oui, mais donc s'ils montent, ça veut dire qu'il y a quand même cette notion de pas, en fait. Tu ne peux pas être que sur de la roue, en fait. Ouais, mais juste pour revenir quand même sur l'aspect, parce que là, on parle beaucoup de technique. Moi, en fait, ce qui me sidère, et tu vois, là, j'interviens jeudi là, au congrès HR devant des DRH.
Et j'y étais allé il y a 2 ans, et c'était pas moi qui intervenais. Et on disait, attention, tout va très bien, l'intelligence artificielle, ça prend du temps, la robotique, ça prend du temps. 2 ans après, de quoi on se rend compte? C'est que ça va très très vite. Et en fait, ce qui fait la différence véritablement, et tu vois, j'en reviens encore là de Chine, c'est que mon fils fait ses études là-bas, déjà, c'est de prendre conscience qu'ils vont beaucoup plus vite, ils travaillent plus. Le week-end dernier, samedi, dimanche, mon fils, il a fait des cours de 8h à 18h. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on fait un long pont du 11 novembre, eux, ils bossent. Donc, ils vont beaucoup plus vite. Après, donc ça, c'est déjà... Oui, parce que c'est dans leur culture, en fait. C'est dans leur culture. Ils ont je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Ils n'ont pas 5 semaines de congé payés, ils n'ont pas de RTT, ils n'ont pas 35 heures. Eux, donc déjà, t'enlèves tout ça. Donc déjà, en termes d'exécution... Non, mais en termes d'exécution, ça va beaucoup plus vite. Je ne dis pas encore une fois que c'est bien ou c'est pas bien, mais il faut pour comprendre pourquoi ils vont aussi... Oui, ils ne vivent pas au même rythme que nous. Exactement. Et deuxièmement, il y a une question d'acceptation, en fait, de ça. Aujourd'hui, en Chine, ils ont complètement accepté qu'à un moment, il n'y aura pas suffisamment d'humains pour pouvoir faire des tâches qui vont être des tâches qu'on ne veut plus faire, ou des tâches qui sont réparbatives. Pardon ? Comme les Japonais ou comme la Corée du Sud, qui a le plus grand nombre de robots par employé. Donc, ils ont déjà passé ce cap-là, ce qui enlève plein de freins que l'on a, nous, aujourd'hui, parce qu'effectivement, derrière, on se dit, ça va remplacer les emplois. Mais moi, ce que j'arrête pas de dire à des grands patrons, notamment, c'est de dire, c'est pas en se disant que ça ne va pas arriver que ça va sauver quelque chose. Donc, il y a un moment, il faut se dire, ça va arriver, et comment on arrive à intégrer ça dans le workflow de l'entreprise pour qu'à un moment, il y ait de la place pour les humanoïdes. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'il y a aussi un problème démographique, et la Chine en est aussi victime, c'est-à-dire que la population vieillit, il y a de moins en moins de gens, et il va falloir trouver de nouveaux bras, de nouvelles jambes pour aider en fait les personnes qui vont vieillir. Et effectivement, la robotique est peut-être l'une des pistes à explorer. Moi, la question que j'aimerais vous poser, ça va peut-être nous emmener au deuxième sujet. J'avais un dernier point après, mais je te... Vas-y, non, je t'en prie, parce qu'après, comme ça, on passe au deuxième sujet. Il y a quand même des inquiétudes autour de ça. Alors, en France, c'était à nous, Français. Alors, nous, en français, on a vu qu'il y avait un projet entre Capgemini et Orano, d'un robot qui s'appelle Oxo. Alors, il est fait par Unitri pour intervenir dans les centrales nucléaires. Mais moi le souci derrière tout ça... Unitri qui est chinois. Oui, qui est chinois. Donc, bon, là, on essaie... Mais c'est quand même... il va falloir recoller très vite, au moins sur la partie logicielle. Et là, parce que la crainte que ce soit les Chinois, voire un Optimus, puis il y a d'autres Américains qui avancent aussi, c'est tous les standards. C'est-à-dire, on va être décorrélé de ces standards et nous, on va devoir développer avec des standards chinois, parce que c'est eux qui ont la standard logiciel, toutes les API et tout ça. Là, il y a quand même un risque. Il y a quand même un risque après que ces robots, s'ils sont fabriqués qu'en Chine, tu as vu les équipements Huawei Télécom, on ne veut pas les avoir chez nous parce qu'on pense qu'ils nous écoutent. Imaginez les robots qui vivent dans nos usines ou chez nous. Donc là, il y a quand même pas mal de choses un petit peu où on doit aussi bouger, pas seulement pour des histoires de marché, mais pour des histoires de dépendance. Oui, mais alors, juste par rapport à ça, c'est encore une fois, c'est une question d'acceptation. Nous, tant qu'on se dira que ça ne va pas arriver ou qu'on ne veut pas le voir arriver, à un moment, on sera réduit à utiliser des robots ou des IA chinoises ou américaines. Si on est un peu plus volontaire, là, on commence à construire nous-mêmes nos propres systèmes, en fait. Guillaume, un truc à rajouter là-dessus? Non, mais en fait, moi, je suis un peu partagé sur les emplois parce que, bien sûr, il y a le bain de sang chez les cols blancs qu'on nous promet, et peut-être à raison, depuis l'arrivée de ChatGPT il y a 3 ans. Mais j'avais vu une étude du MIT qui montrait que ce sont les pays qui étaient les plus robotisés qui avaient le moins de chômage. C'est-à-dire que si on ne prend pas la vague à un certain moment, eh bien, on risque de perdre en compétences et donc d'avoir des métiers à très, très faible valeur ajoutée. Voilà, impressionnant. Et chaque mois, ça va très vite. Ça va très très vite. C'est comme l'IA finalement. Et on se rend compte qu'encore une fois, s'il y a bien un secteur qui va exploser, c'est bien celui-ci. Il y a des assureurs qui vont aussi entrer en ligne de compte. Évidemment, bien sûr. Et est-ce que les robots chinois se vendront aux États-Unis? Sans doute pas aussi. Ça va créer encore une fois un déséquilibre. Mais bon, on reparlera de tout ça. J'aimerais qu'on évoque maintenant ce deuxième sujet intimement lié à tout ça. C'est l'Union européenne qui veut couper les ponts avec la Chine dans le domaine des télécoms. Alors, c'est pas tout à fait nouveau, mais selon Bloomberg, Bruxelles veut contraindre les États membres à complètement interdire Huawei et ZTE, qui est, on va dire, le deuxième géant des télécoms chinois, ZTE. En fait, ils veulent interdire des réseaux mobiles européens, donc Huawei et ZTE. Ça confirme donc une nouvelle fois que l'UE considère les équipementiers chinois comme une menace pour notre sécurité. On écoute le reportage d'Alexandra Paget et bien sûr on revient juste après sur ce plateau.
Depuis 2020, l'Union européenne recommande à ses États membres de ne plus faire appel à des équipementiers jugés à haut risque, sans obligation jusque-là. C'est ce qui pourrait changer. Les pays qui continuent à faire appel à Huawei et ZTE dans leur réseau 5G ou pour la fibre optique pourraient désormais faire l'objet de sanctions financières. Pourquoi ? Parce que ce sont des réseaux extrêmement complexes avec des mises à jour à distance, des composants qui viennent du monde entier, très difficiles à auditer et qui peuvent potentiellement permettre ce qu'on appelle des backdoors. Ces portes dérobées peuvent être exploitées pour de l'espionnage ou du sabotage, d'autant qu'on parle d'entreprises proches de Pékin et donc obligées de coopérer avec les services de renseignement chinois. En France, pas d'interdiction formelle pour l'instant, mais un contrôle assez strict. Depuis 2019, chaque installation d'équipement Huawei doit être contrôlée. On a même parlé de loi anti-Huawei. Pékin n'a pas encore réagi, mais le climat est déjà assez tendu. En mars, le Parlement européen a carrément interdit l'accès aux bâtiments aux lobbyistes du groupe, après l'ouverture d'une enquête pour corruption sur certains eurodéputés. Voilà, est-ce que c'est le dernier clou dans le cercueil de Huawei et en tout cas des équipementiers réseau chinois? Parce que cette histoire, Guillaume, ça fait des années qu'on la vit, c'est pas nouveau. Hein. Oui, surtout on a vu cette énorme pression, surtout depuis pendant le premier mandat de Trump, où on a vu cette pression américaine sur les opérateurs, sur même les gouvernements. Alors, il fallait pas le dire, mais même les journalistes techno étaient convoqués. Moi, j'ai été convoqué avec plusieurs autres journalistes français qui suivions les télécoms, où on nous expliquait bien que Huawei c'était pas bien, ils espionnaient. Huawei c'est pas bien. Hein. Voilà. Non mais quand on disait mais il n'y a pas eu de cas encore avérés d'espionnage. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des preuves? On disait oui, mais en même temps ils exploitent les Ouïghours, etc. Donc c'était en fait Huawei quelque part qui déposait et qui continue à déposer d'ailleurs un nombre exceptionnel de brevets, qui était devenu un des équipementiers majeurs, et puis surtout qui était le deuxième vendeur. L'un des plus performants aussi. Exactement. Devant Ericsson, devant Nokia, etc. C'est un petit peu l'effet Spoutnik. En fait, les Américains se rendaient compte que était né en Chine un acteur bien plus performant que les Américains, et ça a fait peur. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile à voir, c'est que on a toujours du mal on se demande si on n'a pas un peu trop peur. Certains cas d'espionnage, je me rappelle à l'époque, les cas d'espionnage qu'on avait vus, on les devait à Cisco, donc aux Américains, et pas aux Chinois. Donc c'est difficile de distinguer le bon grain de livret. Et puis quand on remonte un petit peu l'histoire, c'est vrai que effectivement tout a commencé aux États-Unis, mais ça s'est propagé très vite en Europe, parce que évidemment nous sommes les alliés des États-Unis. Oui. Donc forcément, il fallait après qu'on soit solidaires face à cette décision américaine. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était au début de la 5G, cette histoire-là. Et ça a coûté très cher aux opérateurs, donc SFR, Bouygues, bien sûr. Orange, par exemple. Parce qu'ils avaient acheté des équipements Huawei qui étaient les plus performants de l'époque. Voilà. C'était moins le cas de Free, mais moi je me rappelle très bien de la position un peu délicate d'Orange, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'enlever leur cœur de réseau Huawei en France, mais ils continuaient à l'utiliser énormément en Afrique, parce qu'Orange est très présent en Afrique. Et là, évidemment, la pression était moins importante. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qu'on reproche en fait à Huawei? C'est qu'il y aurait des mouchards dans leurs équipements réseau, dans leur cœur de réseau, et en fait ces données pourraient être récupérées et envoyées en Chine. C'est ça en fait. Et c'est ce que en fait accusait le gouvernement américain. C'était qu'il y avait un espionnage, mais il y a eu aucune preuve tangible, je crois. Enfin, j'en ai jamais entendu parler. Fuite de données, c'est de dire bah tiens, les mises à jour, on vous les donne que si vous, tu vois, pression politique sur les mises à jour des équipements, dire bah tiens, on va les mettre à jour. C'est voilà, c'est fournir les derniers équipements. C'est que peut-être ils ont la main à distance et qu'un jour s'ils veulent tout couper, ils coupent tout. Et là, je trouve on se fait un peu avoir. On a quand même nous en France on a des super ingénieurs télécoms. Il faut le dire, on a quand même des gens qui savent démonter. On parlait de désosser un robot tout à l'heure, mais des gens qui savent désosser complètement un autocom, fût-il 5G ou 6G. On en a des gens qui savent regarder dans le code comment ça se passe, savoir couper tout ça. On sait le faire, donc on se laisse vraiment embarquer dans un non, puis tu parlais peut-être qu'on n'a pas aussi fait confiance à nos champions, à Alcatel. Moi, je me rappelle d'un moment où Alcatel, 400 000 personnes. Ça a été un gâchis. Avec Lucent, notamment. Exactement. C'est une très bonne transition, puisque, comme tu disais, j'ai une vie tech un peu très large, et j'ai passé plus de 7 ans chez Alcatel et Alcatel-Lucent, et j'ai commencé ma carrière chez Orange, si tu veux. Donc tout ce secteur, je le connais très bien. C'est Salim qui a inventé la 5G.
Il ne le dit pas, mais humblement, non, je suis pas sûr du que c'est tout. lui. Mais par contre, j'étais avec des gens de Bell Labs de l'époque de Lucent qui ont inventé pas mal de choses qui sont... C'était passionnant. Mais d'ailleurs, à l'époque, on se disait qu'Alcatel, c'était le Google de l'époque, en fait. Il faut vraiment se revenir à ça. Pour revenir sur Huawei, moi, je trouve ça triste, pour le coup, ce qui est en train de se passer, parce que c'est toujours la même chose. On découvre après coup des choses qu'on savait déjà. On a ouvert la porte aux Chinois, mais comme on l'a ouvert aux Américains. Vous êtes en train de dire qu'on avait Alcatel-Lucent. Alcatel, avant même d'être Alcatel-Lucent, c'était une pépite. Alcatel, ça a inventé la DSL. On s'est fait bananer, si tu veux, sur le truc. Et parce qu'encore une fois, non seulement on n'a pas cru dans nos technos et on n'a pas su pousser ça, mais en plus on a ouvert les portes pour des questions de coût. Là aujourd'hui on parle de Huawei ou de ZTE. Moi je me souviens qu'à l'époque, il y a près de 10 ou 15 ans de ça, il y avait des grands plans pour faire implanter ZTE en France, notamment du côté de la région de Poitiers, où on a le gouvernement français a ouvert les portes grandes à des ZTE par exemple. Et aujourd'hui on se dit ah bah mince, ils sont très présents. Ah oui, ils ont pu faire du dumping sur les prix, donc ils ont tué nos sociétés. Ils ont une bonne technologie. Et après, effectivement, aujourd'hui, il se pose la question de savoir est-ce que oui ou non, ils sont des sniffers ou non. Mais on ne se pose pas la même question côté américain, alors que c'est la même chose, en fait. Donc, encore une fois, que ce soit sur l'IA, comme on en parle à peu près tous les soirs, que ce soit sur la partie télécom, on est des grands naïfs. Mais moi, je l'ai été aussi, parce que j'ai été aussi dans ces entreprises-là et j'y ai cru. On est des grands naïfs de croire qu'on peut utiliser des technologies qui ne soient pas souveraines. Et aujourd'hui, se dire, on l'a dedans, parce qu'on n'a pas nous-mêmes nos propres technologies. Donc, ça, c'est malheureusement la réalité de la... Non, mais si on regarde... Totalement d'accord, mais si on regarde rapidement vers l'avenir, parce qu'on ne va pas juste se lamenter sur le passé, on a encore quelques acteurs, alors qui sont tout petits, mais peut-être qu'il reste quand même de Nokia ou Ericsson, des équipementiers européens qui sont quand même intéressants, même si... Non, on arrête tout alors. Honnêtement, c'est over, tu joues plus avec la même taille. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une vraie stratégie industrielle européenne sur les télécoms. Se dire, soit on se dit, on bannit les Chinois, mais du coup, on se force à aller vers Nokia, vers Ericsson, voir des nouveaux qui peuvent arriver avec des nouveaux équipements, il y en a d'autres. Mais là, vraiment, il faut se dire... allez, on prend toute la chaîne et puis on dit, allez, on salit tout le monde jusqu'au logiciel. Soit on se dit, bon, écoutez, c'est gentil, mais là, si on n'a pas Huawei, ZTE, on va pas y arriver. Et là, on bâtit une vraie stratégie industrielle, mais quitte à la bâtir avec eux, en disant, mais ils doivent se fournir en composants chez ST Micro, chez machin. En logiciel, c'est nous qui gérons les logiciels. Et vous ne fournissez que la grosse, la partie un peu dure du truc, et après, un peu brute. Et nous, on adapte par-dessus. Mais sans être défaitiste, mais c'est juste du réalisme. On s'est raté sur l'infrastructure cloud. Donc aujourd'hui, on essaie d'avoir un cloud souverain, mais on sait qu'on n'est plus dans la course. On s'est raté sur l'infrastructure télécom. Et là, le nouveau virage, on se rate complètement sur la couverture satellitaire. On voit bien avec Starlink. Starlink, aujourd'hui, a une avance qui est colossale. Même si tu prenais les 27 pays européens, que tu les mets enfin d'accord sur un truc, le temps qu'ils envoient 10 satellites par an, l'autre, il en envoie 100 de l'autre côté. Comment tu compites plus, en fait. Oui, mais on peut encore croire à une stratégie à long terme. Mais je suis d'accord que c'est très mal à long terme, non, parce qu'en fait, c'est une loi des nombres. Si tu en envoies 100 tous les ans et que l'autre t'en envoie 10, à long terme, tu as perdu de toute façon. pays, parce que... Neutelsat encore un petit peu. Enfin, on peut avoir... Mais c'est vrai que ça sera de plus en plus difficile, surtout si on n'a pas une stratégie, comme dit Frédéric, à long terme. Ouais. Surtout qu'après Starlink, il y a Kuiper de Jeff Bezos qui arrive derrière. Mais en plus, au-delà d'une stratégie, c'est pas une stratégie qu'il faut, c'est de l'action. C'est qu'à un moment, on est dans des pays, on est en France, et je le dis souvent, on est en Europe, et des stratégies, on en a plein, des discussions, on en a plein. Par contre, à un moment, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut prendre des risques, il faut avancer, ce qu'on ne sait pas faire. Mais après, il faut se dire, tiens, la partie aérospatiale, c'est la France, l'Allemagne et, je ne sais pas quoi, l'Italie. Exactement. La partie cloud, c'est structurer un peu plus tout ça. Et glisser, prendre 6 pays un peu. Et puis arrêter de se tirer dans les pattes entre pays européens, parce que là, ça devient pathétique. On en a parlé la semaine dernière, de chez Telecom qui s'allie avec Nvidia pour développer des data centers pour l'industrie allemande. Mais excellente idée. Et moi, je trouve que Orange devrait aller discuter avec Deutsche Telekom. Exactement. Nous, on fait la même chose et on partage tout ça. Unissons nos forces. Ouais. Voilà. Faut qu'on fasse la stratégie de la France. On est d'accord. Écoutez, allons-y. Sortez-moi un tableau blanc et on prend des notes. Et pendant ce temps-là, on fait une petite pause quand même. Avec toujours Salim, Guillaume et Frédéric. On revient dans un instant à suivre dans Tech & Co la quotidienne. On va parler de l'iPhone Air, le dernier né d'Apple, qui visiblement serait un échec pour l'instant. Alors ce n'est qu'un rapport d'étape, mais
Ça sent pas très bon concernant l'iPhone, en tout cas le smartphone ultra fin de chez Apple. Et puis après, on parlera d'une personnalité de l'IA que vous connaissez sans doute parce qu'on l'évoque souvent dans Tech & Co. Il s'agit de Yann Lequin, qui a été un peu le directeur scientifique de l'IA chez Meta pendant de très nombreuses années. Et il y a une rumeur qui persiste, qui dit qu'il pourrait quitter en fait Meta et créer sa propre start-up. On va en parler de tout ça dans quelques instants. Vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne revient dans 1 minute. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci d'être avec nous, de nous être fidèles chaque soir, que ce soit en direct à la radio, à la télé, et puis après, bien sûr, en replay et podcast. Vous êtes très nombreux à écouter cette émission quand bon vous semble, et on vous remercie encore pour ça. Ce soir, pour débriefer l'actu, nous avons Salim Nassur, fondateur de Mars, Guillaume Gralet, journaliste au Point, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. J'aimerais qu'on évoque maintenant Apple. Apple qui, encore une fois, a communiqué ses résultats financiers il y a quelques jours de cela, des résultats qui sont excellents, voilà, stratosphériques, avec des ventes d'iPhone qui cartonnent. Mais malgré tout, il y a un petit gravier dans la basket de Tim Cook. Et ce gravier, pour l'instant, il semblerait que ce soit l'iPhone Air. Ce smartphone ultra fin, très joli, hein, ça on est tous d'accord là-dessus, eh bien, ne se vend pas autant que prévu. Il ne s'en vend tellement pas que Apple va être obligé d'arrêter la production de ce téléphone. Ce qui est quand même un truc de dingue. Donc ça veut dire que Apple se retrouve avec des stocks à ne plus savoir qu'en faire sous le bras de ce téléphone, alors que c'est une nouveauté et que en général les nouveautés d'Apple cartonnent. Sauf le Vision Pro, je suis d'accord, mais là il y avait une bonne raison, ça coûtait $4 000. Guillaume, est-ce que tu... Alors, comme nous avec Fred, et évidemment tu traînes dans la tech depuis de très nombreuses années. Qu'est-ce que tu as senti quand tu as vu cet iPhone Air pour la première fois ? On est impressionné par le design, le form factor. C'est difficile de ne pas être indifférent. On sent qu'effectivement, il y a un challenge à relever au niveau de la batterie parce qu'on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Mais on se dit aussi que peut-être que c'est une première étape vers un téléphone pliant parce qu'on voit qu'après de nombreuses années où c'était uniquement expérimental, on a vu Samsung notamment. Il est bien ce petit, quand même. Hein. Franchement, on est d'accord, parce que c'est exactement ce qu'on dit. Il a déjà commandé son Apple. Non, c'est exactement ce qu'on dit. Non, mais, c'est un galop d'essai avant l'iPhone pliant. Voilà, mais c'est sûr que c'est forcément décevant pour Apple. Cet accueil. Ouais. Salim, alors bon, toi, t'es pas très Apple. Alors c'est vrai que je sais pas. Si, j'ai mon MacBook Pro, je suis super content. Okay. T'as pas d'iPhone ? Mac. Non, j'ai pas d'iPhone en fait. J'ai pas d'iPhone depuis justement depuis que j'étais rentré chez Google où j'étais très iPhone et j'ai vendu des tonnes d'iPhone. Enfin, en tout cas, j'ai évangélisé pour iPhone au tout début. Et après, en fait, quand tu rentres chez Google, tu as le droit de choisir entre un iPhone ou un Android. J'ai testé l'Android et depuis, en fait. Je trouve que c'est. Je crois que c'était corporate. Tu avais le droit de choisir entre un iPhone et un. D'accord. Tu peux être sur un PC, sur un Mac, etc. Ou sur un Chromebook. C'est cool. Ouais, ça c'est cool. Et donc justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu vas choisir ce qui est bien pour ton usage et pas parce qu'on te l'impose. D'accord. Et une fois que tu as compris ça, et pour le coup, c'est le running gag à chaque fois que je viens sur l'émission. J'ai dit à chaque fois, c'était j'ai un iPhone et la nouveauté, c'est une nouvelle couleur. Donc là, la nouveauté, c'est quoi ? C'est qu'il est un peu plus fin. Il y a un moment, c'est pas ça l'innovation. L'innovation, c'est pas juste sur le design ou la couleur. L'innovation, c'est quels sont les usages que ça t'apporte. Et en effet, si tu t'achètes un téléphone qui, au final, la batterie est pas meilleure, voire peut-être moins bonne parce que forcément, c'est plus fin, donc tu as moins de batterie, que le prix qui reste le même, il y a un moment, tu as moins... Il y a 1200 €. C'est ça. Tu as moins d'usage et de performance pour un prix qui est délirant par rapport à ce que se fait au niveau de la compétition. Donc, les consommateurs sont des moutons dans une certaine mesure. Au bout d'un moment, ils se disent, surtout à une période où on est en pleine inflation, où les gens sont quand même un peu près de leur sous, est-ce que j'ai besoin de me racheter le truc qui est un petit peu plus fin juste pour faire plaisir à Apple ? Pas certain, tu vois. D'ailleurs, je ne sais pas, qui a prévu aujourd'hui de racheter ? Toi, peut-être, ouais. Non. Alors, j'ai deux copains journalistes, Jérôme Colombin et Emmanuel Torriano, qui, eux, sont fans de leur iPhone Air. Mm-hmm. Et on rigole d'ailleurs. Mais pour quelle raison ? C'est un peu le running gag. Pour quelle raison ? Dans la poche, c'est ça ? Pour quelle raison ?
Tu vois, c'est ça, parce qu'ils trouvent que c'est un téléphone qui est petit, Ils ont mis léger. une coque ou pas? Pardon? Ils ont mis une coque ou pas dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas... Mais une coque, ça change déjà. C'est ça, c'est clair. On rigole beaucoup parce que je leur dis, vous allez voir, dans 3 mois, vous allez peut-être déchanter. Mais enfin, voilà. Non, mais ce sont des fanboys. plaisante Mais c'est vrai entre que nous. tu Ce sont des fanboys. Tu vois, donc, Oui, ce sont des fans. Donc, Enfin, un point positif, c'est vrai que tu le mets facilement dans ta poche, etc. Parce que ça gagne quand même. Mais- en réalité, ton téléphone, tu le mets déjà dans ta poche, en fait. Il n'y a pas besoin. Mais tu vois, il y avait une remarque quand on a vu ce lancement, on avait Melinda Davansoulas qui était là-bas, qui était à Cupertino, et qui avait dit un truc très juste. Elle disait, écoutez, moi je regarde les journalistes qui sont présents, c'est pas les mêmes que d'habitude. C'est les journalistes fashion, luxe, tout ça. Donc on sentait que, et elle a bien senti dans le parcours qu'on leur avait prévu pour ces journalistes-là, ou les influenceurs, qu'on les emmenait un peu vers l'iPhone Air. Donc il y avait un peu cette volonté d'Apple d'aller peut-être vers ce marché-là. Après, on voit que ça a du mal à prendre, parce qu'effectivement, le prix, les batteries, etc. Puis on se dit, finalement, l'autre, ou si je prends la version plus petite. Après, je trouve que c'est un signal évidemment négatif à envoyer. Moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent, c'est que Apple, il y a quand même une production derrière. Alors certes, il y a beaucoup d'équipements qui sont utilisés dans les autres iPhones, mais il y a quand même, tu vois, les coûts fixes, il y a quand même des coûts fixes à créer ces téléphones-là. Donc quand on arrête, ça veut dire que là, ils vont perdre un peu d'argent. Donc peut-être qu'ils se sont rendus compte que finalement, à 1 200 €, ils en produisaient peu, ils en vendaient peu, et ça leur coûte trop cher. alors après, Et la dernière chose qui m'étonne, c'est que quand même, Apple, on les a, qui n'est pas étudié un peu les attentes consommateurs. C'était mon point, j'allais revenir dessus. Est-ce que quelqu'un a posé la question, est-ce que vous aimeriez avoir un iPhone plus fin? C'est quoi votre... Et tout le monde a dit, non, c'est une meilleure batterie, et puis c'est un écran super, quoi. C'est pas qu'il soit plus fin. Alors moi, je suis pas un expert du marketing, mais quand on regarde la gamme des nouveaux iPhones, tu as donc l'iPhone 17, le Pro Max et l'iPhone Air. L'iPhone Air est positionné quand même sur du haut de gamme à 1 200 €. Et quand tu le compares à l'iPhone 17 normal, qui coûte moins cher, il a plus de fonctionnalités. Alors certes, il est un petit peu plus épais, mais il a plus de fonctionnalités. Il a un meilleur appareil photo, il a une meilleure autonomie, il a des raffinements technologiques que n'a pas l'iPhone Air. Et c'est vrai que les gens, aujourd'hui, surtout en cette période où on fait peut-être un petit peu plus attention à ce qu'on dépense, ils se disent finalement, je fais une meilleure affaire en achetant un iPhone 17 ou un iPhone 17 Pro qu'un iPhone Air qui, au-delà de son aspect esthétique, n'apporte rien finalement. Ou alors même dégrade l'expérience iPhone, parce que tu n'as qu'un capteur photo, alors que sur l'iPhone 17, tu en as 3. Ou 2, je ne sais plus, 2 ou 3, et tu as une autonomie plus importante. Donc, voilà, mais c'est bizarre que les experts du marketing d'Apple ne se soient pas posé cette question. À la limite, tu peux sortir ce produit, mais tu le sors beaucoup moins cher pour qu'il puisse éventuellement toucher une cible de gens qui sont prêts à de l'innovation, à faire de l'impasse sur certaines fonctionnalités technologiques, mais en le payant moins cher. Là, c'est même pas le cas. C'est tout le cas du MacBook Pro. C'est bizarre, en fait. T'as le MacBook Pro et t'as le MacBook Air. Je suis pas un expert en marketing. Hein. Le MacBook Air, il est moins puissant qu'un MacBook Pro. Et il va coûter moins cher. Oui. Donc, c'est ce que tu dis, c'est exactement ça, en fait. Mais c'est ça. Mais moi, en fait, ce qui me sidère, mais je le dis assez régulièrement, il y a un vrai disconnect aujourd'hui entre les attentes du marché et Apple. Et c'est ça qui est très embarrassant, quelque part, et qui te posait beaucoup de questions. Parce qu'aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu un hit score où ils ont dit, bien sûr. On a sorti un truc et tout le monde en veut. Et on parlait d'ailleurs... Le 17, quand même, tu vois, aux États-Unis, tout le monde veut le 17. Hein. Non, mais le 17, c'est juste un iPhone en plus. Je veux dire, le 17 Pro, mais le 17 Pro, il y a des ruptures de 17 Pro et de 17 Pro Max, en fait. En plus, la première fois, tu as quelque chose qui est vraiment différenciant avec les caméras au dos, donc les gens voient que tu as un 17 Pro. Ouais. Non, mais c'est pas une innovation. Ah non, ça compte aussi. Oui, mais c'est juste parce qu'ils voient que c'est différent, mais c'est pas une innovation technologique. C'était comme le Vision Pro. Je suis désolé, le Vision Pro, je l'avais dit, c'est un disconnect avec la réalité du marché. Oui, surtout à $4 000. C'est ça. Ouais, c'est sur ça. Non, mais effectivement, peut-être qu'Apple a voulu faire un effet waouh en attendant peut-être le pliant ou peut-être des lunettes connectées, puisqu'on voit que Apple recherche aussi de ce niveau-là, ce qui pourrait faire une des nouveautés de l'année prochaine. Mais moi, je pense qu'ils ont vraiment voulu adresser, effectivement, ça y a galodessé pour le pliant, mais je pense qu'ils ont vraiment voulu adresser un nouveau type de clientèle en se disant, tiens, le truc un peu smart, un peu tout fin, voilà. Et c'est pour ça que ça m'a marqué, moi. Ce qu'avait dit Melinda, qui vraiment a fait toutes les confs d'Apple, elle a dit, je suis marqué par ça, quoi. Tu te souviens, elle nous avait dit vraiment, tous ces journalistes qui sont pas du tout tech et tout ça, et elle a compris, ah non, ils veulent cibler vraiment d'autres personnes. Ça sert pas à grand chose. Surtout qu'il y a des marques comme... Non, mais c'est là où ils se sont plantés. De plus en plus design, comme le marque Nothing, quand même, à suivre un petit peu, même s'ils ont du mal à s'imposer. Cette marque britannique qui
qui est un peu translucide, etc. C'est l'ancien fondateur de OnePlus Voilà. qui a recréé cette. Assez intéressant au niveau Ouais, des Huawei en la fera partie. téléphone. Là, moi, je suis vraiment, Oui. là où je suis Vas-y. vraiment étonné par Apple, c'est qu'il y a un truc qui est basique, et je le dis aux gens d'Apple, et j'en connais un certain nombre, mais sans doute ils bossent dessus, mais c'est ces fameuses lunettes connectées. S'ils y vont pas, à un moment, ils vont rater le train, tu vois, et qui continuent à partir sur des trucs comme le Vision Pro ou de l'iPhone Air. Alors peut-être qu'ils nous cachent leur copie et qu'à un moment, ils sortiront des super lunettes connectées, mais pour l'instant, on les voit pas. Je trouve ça étonnant. Dans ton bouquin, tu parles beaucoup d'Apple, qui est un peu, on va dire, pas le fil conducteur, mais c'est vraiment l'une des boîtes mythiques et logiques de la Silicon Valley. Donc, tu évoques évidemment Steve Jobs, qui est énormément présent dans ce bouquin. Tu parles aussi de Tim Cook, bien sûr. Est-ce que finalement, Apple aujourd'hui est une autre boîte par rapport à celle que tu décris dans ce bouquin à l'époque de Steve Jobs, à l'époque où en fait l'esprit rebelle était quelque chose d'assez fort quand même. Non, et puis effectivement, il y a une visite chez Bill Atkinson et sa femme qui me reçoivent gentiment et qu'on voit sur une photo assez mythique où il est accroupi avec son Mac et Steve Jobs juste à côté. Et Steve Jobs arrivait après, hein, ça on a peut-être un peu oublié, le Micral, qui est une invention française de l'ordinateur, qui est assez dingue, hein, qu'on doit entre autres à François Gernel, et arrivait à donner là, parce qu'il y avait cette contre-culture, et cette contre-culture, elle est effectivement très présente en Californie. C'est pour ça que je commence le livre avec une balade avec Howard Rheingold, qui est un des papes de la contre-culture, qui a travaillé pour le World Earth Catalog, cité par Steve Jobs dans son discours de Stanford. Donc effectivement, c'était une composante, et cet esprit un peu rebelle qu'on a vu à travers différentes publicités doit rester important, je pense, chez Apple pour que les utilisateurs puissent s'y retrouver. Oui, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'il est toujours là, cet esprit un peu rebelle et différenciant ? Eh ben, on le voit à travers leurs présentations, les marques, enfin les groupes de rock qui vont intervenir, etc., les couleurs aussi, mais on a effectivement un peu de mal à être surpris aujourd'hui, mais il faut faire un peu attention parce qu'en général, Apple, ils mettent du temps. Alors, ça n'a pas été le cas sur l'IA, mais ça pourrait être le cas avec les lunettes connectées, je pense. Donc, ils peuvent rebondir. Oui. Sans répondre à ta question, pour moi, il n'y est plus depuis longtemps. Mais c'est vrai pour Apple, comme dans la plupart des grosses boîtes tech, qui deviennent des grosses boîtes tech où c'est géré par des gestionnaires. Hein. Tim Cook, c'est un gestionnaire. Sundar Pichai, c'est un gestionnaire, même s'il est ingénieur à la base. Il y a plus cet esprit de la Silicon Valley dans cette grosse boîte. Il y a cette fameuse phrase de Steve Jobs, hein, stay hungry, stay foolish. Qui est, exactement. Voilà, exactement. Qui est, non, puis cette voilà, qu'il a cité durant, en 2005, c'était ça, hein, devant les étudiants de Stanford. Super discours que je vous invite à retrouver d'ailleurs. Où on voit le World Earth Catalog, justement. Voilà, qui est mythique, hein, ce discours où Steve Jobs est là, si on veut faire un lien avec les personnes dont je fais le portrait dans le livre, c'est que on voit la différence entre les entreprises qui sont encore dirigées par leurs créateurs. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur les pionniers. Donc, des gens extrêmement différents, on en parlera tout à l'heure, qui ne pensent pas la même chose, c'est ça qui est assez dingue, et celles qui ne sont plus dirigées par leurs fondateurs et qui doivent garder un esprit un peu fou. En l'occurrence, Apple. Voilà. Il nous reste 10 minutes. Autre sujet d'actualité très intéressant, c'est bien la rumeur qui circule. Alors, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais visiblement, selon le Financial Times, et d'ailleurs, il y a un article du Point qui vient d'être écrit. Il en aurait parlé à des proches. Hein. Voilà, il en aurait parlé à des proches. Yann Lequin serait sur le départ de chez Meta. Alors, pour faire quoi ? On évoque peut-être la création d'une start-up, mais Yann Lequin, c'est pas n'importe qui quand même. Yann Lequin, et sans doute que tu l'as déjà rencontré, c'est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. C'est un Français, prix Turing, prix Turing, Nobel de bien sûr, qui enseigne encore évidemment, et qui, depuis de nombreuses années, est un petit peu le directeur, j'allais dire quoi, scientifique de l'IA chez Meta. Hein. Exactement. Il avait un poste un peu honorifique. Pas honorifique, hein, il a quand même créé. Oui, plus honorifique depuis quelques semaines. Mais c'est vrai qu'avant, c'est lui qui donnait sur la direction que devait engager Meta sur l'intelligence artificielle. Il a créé les fameux laboratoires FAIR, dont un était très actif à Paris, avec des personnalités comme Antoine Borde qui ont essaimé dans toute la tech européenne et assez dingue. Mais effectivement, Yann Lequin, s'il part, ça ne serait
ça serait très logique parce qu'en réalité, il n'est plus sur la ligne de Mark Zuckerberg depuis plusieurs semaines, qui a créé son laboratoire de superintelligence, qu'il a confié à Alex Wang. Alex Wang, il est un peu fou, hein. Je pense qu'on regardera toutes ses déclarations. Il ne veut pas faire d'enfant une trentaine d'années. Il n'est pas fou, mais vas-y. Ah bah, c'est une question de perception. Tant que les puces Neuralink ne seront pas opérationnelles, il ne pourra pas greffer des puces Neuralink à ses enfants. Ah, c'est ce qu'il dit. Il ne veut pas faire d'enfant tant que Neuralink n'est pas prêt. Yann Lequin, je l'avais parlé à plusieurs reprises, il était en totale opposition avec un laboratoire qui a disparu chez Facebook, qui s'appelait le Building 8, qui était dirigé par Regina Degan, qui venait de la DARPA et qui, elle aussi, était sur des implants cérébraux. Et Yann disait, moi, je ne veux pas de ça. Yann Lequin, c'est un partisan de la recherche ouverte. On lui doit le modèle Llama, entre autres, qui fait que, ça c'est la partie qui fonctionne bien chez Facebook, mais la partie un petit peu sombre, où on travaille sur des implants, où on cache un petit peu tout ça, il est en totale opposition. Et dernier élément, il pense que les modèles de langue qui ont fait le bonheur de ChatGPT, de Claude, etc., d'autres outils d'intelligence artificielle, ne permettront pas à la machine de devenir intelligente. Il a cette phrase souvent de dire que les machines sont plus bêtes que des enfants de 4 ans parce que les enfants de 4 ans, eux, ils ont une expérience de ce qui est chaud, froid, etc. Et lui, il travaille sur d'autres modèles. Le modèle GEPA, par exemple, un modèle de prédiction, un modèle où la machine doit avoir une conscience de ce qui l'entoure. En fait, il est de plus en plus en opposition avec Meta, tout simplement. Donc, ce serait assez logique qu'ils partent. Et puis, après, je ne pense pas qu'il soit responsable de toute l'intelligence artificielle chez Meta, mais Meta galère quand même en termes d'intelligence artificielle. Meta AI ne marche pas. Il y a une petite exception quand même, peut-être, François, des Meta Glass. Ouais, mais même... Alors, mais non, je suis désolé. Ça marche pas pour le coup. Ça marche pas. Je les ai, ça marche Guillaume, pas. moi, je les ai testés, mais des dizaines de fois. Ça ne marche pas. Non, l'IA n'est pas bonne. Ça n'a rien à voir avec ChatGPT. Ça marche si tu connectes avec ChatGPT. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Ça marche si tu connectes avec ChatGPT. C'est ce que je fais. Oui, mais c'est pas ce qu'on dit. Là, on parle de Meta AI. Si tu te sers de l'IA des lunettes Meta, ça répond une fois sur deux. Tu ne peux pas instaurer un dialogue comme tu peux instaurer un dialogue aujourd'hui avec ChatGPT. Et je dis pas que Yann Lequin est responsable de tout ça, parce que je ne connais pas son implication dans tous ces projets-là. Mais c'est vrai que Mark Zuckerberg a tiré la sonnette d'alarme ces derniers mois en se disant « Waouh, je me fais véritablement doubler par notamment OpenAI. Qu'est-ce que je fais ?» J'embauche à prix d'or les meilleurs spécialistes de l'IA au monde, 100 millions de primes de bienvenue, 100 millions de dollars par an de revenus. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'est l'état d'esprit qui a changé. Et je pense que Yann Lequin a décroché à ce moment-là. Tu vois, le laboratoire FAIR, le F, c'est fondamental. Donc, c'est recherche fondamentale. Et Yann Lequin, il est vraiment dans cet esprit-là. On vise le long terme. C'est ce qu'il a fait avec Llama. Hein. Il est allé moins vite que d'autres. Et là, aujourd'hui... C'est ouvert quand même, Llama. C'est ouvert. C'était une vraie révolution. C'est une entreprise quand même... Enfin, je suis désolé, mais Facebook, c'est quand même Cambridge Analytica. C'est-à-dire quand même observer votre comportement pour vous influencer négativement. Et lui, il arrive avec cette petite révolution. On met les chercheurs au milieu de Facebook. Mais il a créé ça il y a 12 ans. Et pendant 5-6 ans, c'était très bien. Après, ça commence un peu à être un peu moins bien. Et cette dernière année, c'est catastrophique. Et derrière, on a un Zuckerberg qui est en train d'être complètement frustré. Zuckerberg était frustré des mobiles. Et là, il est frustré de l'IA. Il voit OpenAI, il voit Perplexity, il voit Anthropic, il voit tous ces trucs-là qui sortent. Et il se dit, mais bon sang, on est en train de prendre du retard. On a un niveau d'avancement de nos projets de super intelligence qui sont à la rue. Il faut reprendre cette culture IA, cette culture Silicon Valley, cette culture... Donc, il a été Alexander Wang. Il a son TBD Lab, la To Be Determined Lab, avec un Top Gun de chercheurs. Allez les gars, faut aller vite et tout ça, qu'il supervise lui-même. Et donc là, Yann Lequin s'est dit, non seulement je fais plus partie de l'histoire, mais en plus, ils vont vers une voie que moi, les modèles LM, je pense qu'on va arriver à un seuil, à un moment, et il faut lui parle des world modèles, les modèles de monde. Et puis, j'ai l'impression que idéologiquement, il y a aussi un clash. Bien sûr. Mais oui, mais c'est toujours Yann Lequin s'éloigne de la ligne. Mais oui, non, mais c'est ce que je dis. Les LLM, non, mais je parle même politiquement. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Yann Lequin s'est opposé frontalement à Elon Musk, qui a conseillé de manière active. Non, mais il s'est opposé frontalement même à Donald Trump. Exactement. En fait, Exactement. C'est un libéral. Et quand on voit que Mark Zuckerberg a des propos qui sont beaucoup plus tièdes aujourd'hui par rapport à avant, je pense qu'il y avait aussi cette cassure finalement idéologique, politique même. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que... Je pense qu'il faut en prendre un petit peu de hauteur.
si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Si je peux me permettre. Décollons. Décollons un petit peu. Reprenons un peu de hauteur. Parce que, en fait, si tu veux. Attention, parce que décoller à l'époque de Steve Jobs, c'était le LSD. Donc, ça, on n'a pas le droit. Hein, c'est interdit. Tu sais, à l'époque d'Elon Musk, il y a d'autres choses aussi. Hein. Mais bon, on ne reviendra pas là-dessus. Non, je disais, reprenons un peu de hauteur, parce qu'en fait, ça, on a ce débat depuis très longtemps. Moi, ça me rappelle le départ de Yann Lequin, ça me rappelle le départ de Fei Fei-Li de Google. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Fei Fei-Li, elle est super forte en IA depuis très longtemps. Elle est rentrée chez Google, elle est restée un peu, et puis elle est repartie. Pourquoi ? Parce que c'était un... Il a 12 ans quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu, depuis toujours, un problème entre la recherche fondamentale et la recherche commerciale. Et ce n'est pas la même chose dans une boîte comme ça. Donc il y a un moment où tu es dans une boîte qui est privée, que ce soit un Google, que ce soit un Meta ou autre, qui doit être là pour générer du profit. Et de l'autre côté, tu as des chercheurs, façon Yann Lequin, façon Jeffrey Hinton. Oui, mais Zuckerberg, il était persuadé de la recherche fondamentale. Hein, les modèles. Attention. Il était persuadé de ça. Mais comme Google aussi à un moment. Mais à un moment, il y a une réalité économique qui fait que tu as des investisseurs qui mettent de l'argent et qui veulent un retour. Et donc là, tu ne peux plus, toi, te projeter sur du long terme. Tu as besoin de montrer des résultats. Tout dépend de ce que tu veux faire comme société, tout dépend de ce que tu veux défendre comme monde. Je pense que Zuckerberg n'était pas là-dessus. Le fait open source, le fait que Zuckerberg soutienne l'open source, c'est qu'il n'était pas là-dessus. Les gars, j'essaie de vous laisser parler, mais il faut me laisser parler aussi. Mais ce qu'il faut... Mais moi, je vous dis, vous n'êtes pas d'accord parce que vous n'avez pas vécu l'interne. Moi, j'ai été dans ces genres de boîtes, si tu veux. Et il y a un moment... connais bien les gens. Non, mais ce que je veux te dire, il y a connaître les gens, il y a la réalité. La réalité, c'est qu'à un moment, oui, c'est un modèle de société qu'on veut avoir. Aujourd'hui, de plus en plus, et je le dis depuis des années, la tendance de la Silicon Valley, c'est pas de faire une société qui soit bien pour tout le monde, c'est de faire du fric. Donc, se faire du fric, à un moment, si non, mais je comprends bien, je suis d'accord. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Tu vois, quand François me dit c'est bien qu'on garde la contre-culture, on n'est pas. Quand tu dis. Non, mais ça se justifie par le fait de vouloir faire de l'argent. Je ne dis pas que ça se justifie, je dis juste que quelqu'un comme Yann Lequin ne peut pas, de toute façon, à un moment rester chez Meta parce qu'il va être. Mais à part que Zuckerberg était là-dessus. Zuckerberg, il n'y a que depuis quelques mois qu'il a changé cette vue sur l'IA. C'est normal, mais c'est comme OpenAI. Reprends OpenAI. À la base, c'est un labo de recherche, OpenAI. C'est un labo de recherche. Tu as un des meilleurs de l'IA qui est Ilya Sutskever. OK ? Et à un moment, ce labo de recherche devient un labo mercantile. Et donc, lui, il dit, je me retire. Et c'est ce qui se passe dans chacune de ces entreprises. Et donc, en fait, aujourd'hui... C'est-à-dire que la philosophie ne leur correspond plus, bien sûr. En fait, tu le vois. Je te dis, donc, Fei Fei-Li chez Google, tu vois Ilya chez OpenAI. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je dis juste que Mark Zuckerberg, il y a encore 9 mois, était plus sur le côté Lequin, et que Zuckerberg, en 9 mois, le fait qu'il rachète Scale AI et qu'il accélère, il a basculé de l'autre côté parce qu'il voit que c'est des investissements, parce que tout ça... Mais Zuckerberg, au départ, il était Lequin à fond. Non. Zuckerberg... Si, sur l'IA, il était en fait, on dit deux choses différentes. Est-ce qu'il est Lequin? Il est Lequin tant qu'il pense que derrière, il y a un profit. Si à un moment, il trouve que le profit n'est pas suffisamment rapide et qu'il ne peut pas le démontrer au marché, il n'est pas Lequin. Et Zuckerberg, il n'est pas plus Lequin que Alex Young. Il est pragmatique. Il est pragmatique comme tous les gars. Il avait laissé l'open source et tout ça. Là, je trouve que Salim, à mon avis, n'a pas tout à fait tort sur un point. C'est que Mark Zuckerberg s'est rendu quand même assez compte récemment que c'est peut-être que Yann Lequin ne prenait pas la bonne direction en termes de recherche. C'est ce que je dis. Oui, voilà. 7-8 mois, il s'est dit... Mais pourquoi? Oui, mais c'est lié aussi intimement au business. C'est qu'il voyait que, en fait, toutes les dizaines de milliards qu'il investit par an dans l'intelligence artificielle, il récoltait rien du tout, en fait. Parce que je vous rappelle que l'IA... C'est l'échec de la Mach 4. L'IA de Meta, elle est dans tous les réseaux sociaux. L'IA de Meta, elle est dans tous les réseaux sociaux de Meta. WhatsApp, Instagram, Facebook, personne ne s'en sert. Exactement. Vous vous rendez compte, quand vous êtes à la tête de tout ça, vous appelez Mark Zuckerberg, au bout d'un moment, vous devez avoir les boules quand même. Parce que vous dites... Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il aurait réussi la Mach 4. La Mach 4, c'est un échec. Il aurait réussi la Mach 4. Je peux dire que... je ne sais pas si Yann Lequin serait resté, mais mais la Mach 4 n'est pas à la hauteur des autres. Donc là, il a un constat. Guillaume, je vais sans doute être très, très, comment dirais-je, direct, mais je pense qu'il faut arrêter d'être utopiste. Moi, j'ai arrêté d'être utopiste par rapport aux boîtes de la Silicon Valley depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, il y a de la recherche fondamentale. Oui, au tout début de toute cette aventure, et moi j'étais dedans, c'est
on veut faire quelque chose de bien pour l'humanité. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure. Si Zuckerberg il a un bunker, c'est pas parce qu'à un moment il pense que ça va bien se finir, si tu veux. Donc à un moment, on est là. Moi, je dis pas le contraire. Non, mais je dis juste que Zuckerberg il a changé. Mais donc tu comprends bien qu'à un moment, ils vont pas commencer à financer des choses qui sont sur du long terme, qui leur rapportent pas directement. Mais je suis d'accord. Je te dis juste que Zuckerberg s'en est rendu compte de ça il y a 8 ou 9 mois. C'est dommage. Mais vous pouvez... Non, tu peux même pas continuer en antenne, parce que le souci, c'est qu'il faut que tu restes là. Mais c'est passionnant tout ça. Oui. On y reviendra, bien sûr. Merci beaucoup, Salim. Salim, évidemment, qui est le patron de Mars. Qui conseille en fait les entreprises dans le domaine de l'IA. Voilà. De ne pas se planter. Ouais. Exactement. Guillaume, tu restes avec nous? Très pragmatique. Guillaume, on va parler dans un instant de ton livre, Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle. On l'a beaucoup aimé avec Fred. Tu vas nous raconter tout ça dans quelques instants. Ça sera d'ailleurs le sommaire de ce Tech & Co, les pionniers de la Silicon Valley, le bouquin de Guillaume Gralet. Puis après, on découvrira une enceinte connectée qui ouvre une voiture. Est-ce que vous avez suivi cette histoire de cybersécurité incroyable? Il y a des petits malins qui ont réussi en fait à hacker une enceinte connectée pour ouvrir des voitures à distance. Eh bien, nous aurons un spécialiste qui sera avec nous, Jérôme Billois, que vous connaissez, qui est associé en cybersécurité et qui va nous parler de tout ça. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, juste après cette petite pause. À tout de suite, c'est Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, le retour de Tech & Co, la quotidienne. On est ensemble jusqu'à 21h. Et notre invité ce soir, c'est Guillaume Gralet. Rebonsoir Guillaume. Merci d'avoir accepté le jeu du débrief de l'actu. Ouais, c'était super. De temps en temps, tu viens nous éclairer de tes connaissances dans la tech. C'est toujours un plaisir. Et on est très heureux de poursuivre cette émission avec toi parce que tu es l'auteur de ce livre, Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle, paru aux éditions Grasset. Un livre qui forcément intéresse les passionnés de technologie, mais je dirais même les personnes curieuses de notre société, finalement. Parce que l'innovation, elle est partout, et l'intelligence artificielle est en train, on le voit, de bouleverser notre monde. Ce qui est intéressant, c'est que toi, en fait, on ne te la raconte pas, parce que ça fait combien d'années que tu fais ce job aujourd'hui ? 20. T'es dans la tech depuis combien de temps ? Depuis 2000. Depuis 2000. Tu as rencontré toutes les personnalités de la tech. T'es allé, je ne sais pas combien de fois, dans la Silicon Valley. T'as parcouru le monde. Non, mais pour rencontrer tous ces gens-là. Non, mais c'est super gentil, François. Et en fait, non, mais c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir rencontré personne parce qu'en fait, c'est un monde qui bouge tout le temps et en fait, là où j'ai vraiment kiffé, entre guillemets, ces 25 dernières années, où j'ai vraiment eu l'impression que tout ça s'est passé en 2 semaines, c'est qu'à chaque fois, on a des personnes qui sont un peu folles. Parce que je m'intéresse vraiment aux fondateurs. Et pourquoi elles sont folles ? Parce qu'elles ne se sont pas satisfaites de l'ordre établi. Elles veulent le changer. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut être un peu utopiste en plus et vouloir le faire pour le meilleur. Ça, c'est encore plus séduisant, plus intéressant. Mais il y a quand même des gens, et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, et merci beaucoup de m'inviter pour en parler, c'est qu'en dehors des personnalités dont on parle énormément, comme Sam Altman, comme Mark Zuckerberg, comme Elon Musk, il y a énormément d'innovations, d'inventions qui viennent des 4 coins du monde, de France aussi, on va en parler tout à l'heure, mais d'Inde avec Aravind Srinivas, qui est une personnalité qui a une trentaine d'années, mais qui connaît mieux les scientifiques français que pas mal de Français, de Lavoisier à Fermat, en passant par Poincaré, et qui adore Yann Lequin, a une innovation qui peut venir d'Afrique, et où c'est effectivement vivifiant d'aller aux fameuses conférences Indaba qui ont lieu 1 fois par an depuis 7 ans. On doit ça, entre autres, à Karim Beguir, un polytechnicien franco-tunisien. Indaba, ça veut dire rassemblement, et ça a eu lieu à Tunis, à Kigali, à Dakar. Ça va avoir lieu à Lagos l'été prochain. Et c'est tous les chercheurs qui veulent s'appuyer sur la diversité des langues africaines, plus de 2000 langues, alors que les modèles de langue sont de plus en plus à la mode, inventer une intelligence artificielle différente, intelligence artificielle qui soit moins gourmande en énergie, mais plus proche des préoccupations des gens, des agriculteurs par exemple, de mieux prédire par exemple des catastrophes climatiques. En fait, ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle beaucoup de la Silicon Valley parce qu'elle a beaucoup d'influence dans nos vies. On va parler de plus en plus de la Chine, on l'a vu en première partie de l'émission, mais il y a chez tous les inventeurs, chez toutes les jeunes qui veulent entreprendre, il y a toute une page de la technologie qui s'ouvre aujourd'hui et qu'on peut inventer.
On parlait tout à l'heure d'Alexander Wang, tu l'as rencontré, Scale AI. Tu parles aussi de Pavel Durov, évidemment le fondateur de Telegram, qui a été au cœur de l'actualité l'année dernière, avec cette histoire rocambolesque de garde à vue qui s'est prolongée. Tu parles d'Henri Seydoux aussi, qui est on va dire un inventeur un peu fou qu'on a rencontré avec Fred, qu'on connaît bien, le fondateur de Drone Parrot, notamment. C'est intéressant de voir avec les petits connecteurs dans les voitures. Voilà, qui a inventé le Bluetooth dans les voitures, Parrot, et qui maintenant fabrique des drones pour l'armée américaine. C'est ça qui est assez intéressant. Tu as rencontré Yuval Harari, Yann Lequin, on le disait, Mark Zuckerberg. Parmi toutes ces personnalités, Frédéric Simotel. Oui, non, mais ça, évidemment, ça, oui. Mais ça, c'est comment dire, c'est indispensable. Parmi toutes ces personnalités, à part Frédéric Simotel, quelle est celle qui t'a le plus marqué ? Ce qui m'intéresse, encore une fois, ce sont les personnes qui osent. C'est pour ça que j'explique dans l'intro que la normalité n'existe pas et que le fait de croire que la normalité existe, eh bien, en fait, ça tue énormément d'initiatives. Parce que ce qu'on aime bien, je crois, tous les trois chez les créateurs, sont des personnes qui vont inventer, essayer de faire adhérer, ça peut être sur un modèle ouvert, open source, et pour le bien commun, c'est ce qu'on espère, parce qu'on a quand même besoin de ça en ce moment. Non mais c'est vrai, on a besoin de ça. Et par exemple, en ce moment, une personne que je trouve très intéressante, c'est Dario Amodei. Dario Amodei, c'est un physicien de formation. Il a fait partie de ce qu'on appelle l'équipe safety d'OpenAI, c'est-à-dire celle qui était en charge de faire en sorte que ChatGPT respecte la modération, notre éthique aussi. On voit bien toutes les dérives qui peuvent exister, même si ChatGPT c'est absolument génial, ça peut être génial pour apprendre les mathématiques, ça peut être génial pour gagner énormément de temps, lorsqu'on voit certains produits qui sont lancés par ChatGPT, où on veut véritablement arriver en communion avec l'utilisateur, où ChatGPT va vous dire exactement ce que vous voulez, que ça peut poser des problèmes, on l'a vu, ça a poussé parfois au suicide. Encore une fois, c'est qu'une petite partie des utilisations, mais il y a des vrais problèmes. Dario Amodei et sa sœur Daniela, deux scientifiques, ont décidé de quitter OpenAI pour lancer Anthropic, qui a lancé un robot conversationnel qui s'appelle Claude. Claude, un hommage moi je pensais que c'était un clin d'œil à la France, malheureusement c'était pas ça, c'était un hommage au mathématicien américain Claude Shannon, et c'est un modèle de langue très intéressant, et ce qui est très intéressant aujourd'hui chez Dario Amodei, qui n'est vraiment pas en cours à la Maison Blanche, il n'a pas été invité au dîner d'État avec Donald Trump. Il est trop petit encore, Non, il est mal vu, il y a un portrait de lui qui est absolument fabuleux dans le Wall Street Journal, où on explique que c'est un peu comme Reid Hoffman, c'est-à-dire qu'il décide, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de fatalité, il décide de ne pas s'aligner sur les positions des big tech. Alors, chacune big tech peut penser ce qu'elle veut, ça ne me dérange pas, mais on peut penser encore différemment, c'est ça qui me rassure un peu aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a appris récemment qu'il y avait une tentative de rapprochement entre Claude Anthropic et OpenAI ChatGPT. Oui, et ça, on l'a appris il y a quelques semaines. Il y a des courriers qui sont passés, où à l'époque, à l'époque où Sam Altman a été éjecté puis est revenu, voilà, qu'il y a eu ces tentatives, donc on voit quand même... De rabibochage entre les deux, c'est ça ? Mais même que de fusion. De fusion Anthropic... on ne parle même pas où on en serait aujourd'hui. Moi, par rapport à ce que disait François, est-ce que dans ces gens-là, quand même, alors tu dis c'est des gens qui veulent changer le monde, tout ça, mais est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont quand même les pieds ancrés dans ça ? Tu vois, un Steve Jobs, il a une vision, tout ça, n'empêche qu'il a fait Apple, il a fait la deuxième grande vie d'Apple. Tu vois, il y a des gens qui sont des rêveurs et on part dans les étoiles, mais tu vois, Elon Musk, on a beau dire ce qu'on veut, Elon Musk, il te fait quand même SpaceX, Starlink, on a beau dire je vais aller sur Mars, mais il est fou. Il produit quand même, il y a une exécution opérationnelle. C'est pour ça que, bien sûr, non, mais c'est des vraies questions. Beaucoup de grands entrepreneurs, c'est sûr, mais à chaque fois, je me suis dit quand même, peut-être en tant que père de famille, je leur ai posé des questions toutes simples, c'est quelles personnes ils admirent dans la période actuelle ou passée, qu'est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants tout simplement parce que là, on voit bien, on en a parlé tout à l'heure, de la crainte de remplacement à la fois par des humanoïdes pour des métiers répétitifs, mais aussi des cols blancs par des intelligences artificielles quand même de plus en plus surprenantes. Et surtout, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, de quel monde ils rêvent, de quel monde ils sont en train de construire. C'est quand même des personnes qui, pour certaines, alors pas pour toutes, bien sûr, mais ont plus de poids qu'un chef d'État. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont reçus par les chefs d'État du monde entier. Ils ont pour certains des rêves qui sont au croisement de l'économie, de la géopolitique, mais aussi de la biologie, avec
souvent c'est présenté pour le bien. Par exemple, le projet WorldCoin de Sam Altman, où en fait on va cartographier en fait l'iris de toute la population mondiale pour dire on va donner à chacun une identité, mais est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'on veut bien tout ça? Est-ce que c'est bien discuté? Le projet Neuralink d'Elon Musk, sur le papier, il est très intéressant parce qu'il veut au départ aider les personnes malades, par exemple de Alzheimer, de Parkinson. Tout ça, c'est génial. Mais quand il explique, eh bien, qu'il veut aussi augmenter l'homme par rapport à une intelligence artificielle qui soit, parce que Elon Musk il dit un peu tout et son contraire, qui soit de plus en plus puissante, et c'est pour ça que je disais qu'Alex Wang c'est quand même dingue, qu'il ne veuille pas faire d'enfants tant que Neuralink ne sera pas accessible à tout un chacun parce qu'il pense que chaque être humain doit être augmenté. Moi ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'on n'en a pas parlé, parce que ça n'a pas été, ça doit être au cœur des discussions, et c'est ça que j'essaye de faire modestement, même s'il faudrait peut-être un pionnier 2, 3, 4, 5, et puis il y a énormément de livres absolument géniaux, hein. Je fais une grande liste de livres à lire à la fin parce qu'il y a un flot intellectuel très intéressant en ce moment, mais je pense que ça devrait être au cœur de toutes les discussions, y compris à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. C'est le monde dans lequel on vit, on veut vivre, et qui s'accélère, et je pense que c'est intéressant que tout le monde y adhère, en tout cas que tout le monde le comprenne. Alors, quand on parle par exemple d'Elon Musk, qui, on le sait, a un ego totalement démesuré, une vision parfois totalement déconnectée de la réalité, il dit des trucs quand même dingues. Alors, il veut aller sur Mars, il veut que le numérique, finalement, enregistre notre âme, en quelque sorte, pour après pouvoir la transférer vers un robot. C'est-à-dire que finalement, l'immortalité, on serait immortel. Imaginez que voilà, notre cerveau soit dans une clé USB et que vous puissiez mettre cette clé USB dans un robot, parce qu'au bout d'un moment, on mourra, même si on mourra très vieux, parce qu'il y a aussi le transhumanisme derrière tout ça. Exactement, c'est ça que dont je parlais quand je parlais du croisement avec la biologie, c'est-à-dire qu'on... Mais ils ont chacun leur délire, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tout est possible. Et moi, je trouve ça super que tout soit possible. J'adore visiter Google X, j'ai eu la chance d'y aller, comme vous aussi, vous avez vu toutes ces personnalités. Je trouve ça super. Créer un ascenseur spatial, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Là, il y a un projet que soutient Google en ce moment de mettre un data center dans l'espace, pourquoi pas, parce qu'on va profiter de l'énergie solaire. Il y a plein de choses absolument géniales. Les fameuses voitures sans conducteur, ça fonctionne très bien. Moi, ça ne me dérange pas qu'on soit dans une phase d'accélération. Ceci dit, il faut que ça puisse bénéficier à tout le monde. Les inégalités, on les voit venir. Les emplois, c'est pour ça que je parle autant d'éducation. Et encore une fois, on peut tirer un coup de chapeau à Elon Musk, qui est un super entrepreneur lorsqu'il invente les fusées réutilisables. Par contre, on doit parler de tout avec tout le monde, et c'est pour ça que je salue aussi un moment dans le passage sur les Français, peut-être des Français qu'on ne connaît pas assez. Par exemple, Gaël Varocco avec Probable, les créateurs de Hugging Face, qui sont des personnalités très intéressantes, comme Thomas Wolf, le directeur scientifique. Là, on est vers des démarches ouvertes. Ça, on devrait peut-être, et c'est aussi un peu une autocritique de mon métier de journaliste, où on est toujours pressé d'aller vite, de faire les dernières nouvelles, etc. Je pense qu'il faut réfléchir ensemble. Il ne faut pas stopper, on sait qu'on n'y arrivera pas. C'est difficile d'avoir du recul quand on fait ce métier, finalement, parce que ça va tellement vite. En tout cas, la petite ambition de ce livre, c'est de montrer, bien sûr, certaines contradictions de certains de ces géants, parce qu'encore une fois, on les admire. On voit la contradiction vie privée, respect de ses volontés, mais de montrer aussi, encore une fois, et ça, je trouve ça important pour tous les jeunes, qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'on peut choisir ou non d'apprendre le code. Moi, je me rappelle très bien, là, quand Jensen Huang est venu à Paris, le créateur de NVIDIA dont on parlait tout à l'heure, lui, il dit que ça ne sert plus à rien d'apprendre le code parce que la machine va le faire à notre place. Elon Musk, il a quand même créé une école pour ses enfants. Il faut quand même regarder ce qu'il a mis au programme, parce que ça montre aussi un peu sa manière de réfléchir. À Astra, eh bien, on n'apprend plus les langues étrangères parce qu'il explique qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il n'y aura plus besoin d'apprendre les langues étrangères. On aura des écouteurs, on le voit sur les tout derniers modèles, qui vont traduire en temps réel. Moi, je n'ai pas envie de ce monde. J'ai encore envie d'apprendre des langues étrangères. Donc, je pense que tout ça, chapeau de vouloir changer le monde, mais parlons-en ensemble. Et donc, il n'y a pas de fatalité, et c'est pour ça que je fais une telle place aux entrepreneurs africains, latino-américains ou asiatiques. Et d'ailleurs, l'Afrique a un gros challenge au niveau IA, parce que l'Afrique aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de... Nous, on a les bibliothèques grecques, romaines et tout ça, donc on a beaucoup d'histoires, on a beaucoup d'écrits encore. Oui, on a beaucoup de contenu. Oui, en fait, les Africains n'ont pas de contenu, au-delà des langages. Oui, mais voilà, une telle richesse, encore une fois. Oui, mais justement, c'est comment réussir aujourd'hui à modéliser, à enregistrer ces
connaissances qui sont parfois des transmissions Exactement. en la parole. Exactement. Et ça, c'est le gros souci. Donc, ils espèrent beaucoup sur cette et puis, IA. Cette richesse de langue est assez dingue. On le voit aussi à travers d'autres initiatives absolument géniales comme AfriClimate AI, où en fait les modèles qui ont été inventés en Afrique servent au reste du monde. Et puis des entrepreneurs ou entrepreneuses qu'on connaît peut-être pas assez, mais qui sont géniales. Enfin, je vous les présenterai. Ouais. Kate Callow, par exemple, dont une partie de la famille vient de Centrafrique, qui a travaillé pour Nvidia aux États-Unis. Maintenant, aujourd'hui, elle travaille au Kenya, elle est parfaitement francophone. Son rêve, c'est d'installer des satellites qui vont permettre aux Africains d'avoir leurs propres données et justement de travailler une meilleure agriculture et de ne pas devenir, c'est assez fort, une colonie numérique. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des technologies fascinantes, mais qu'on doit pouvoir inventer, qu'on doit pouvoir choisir. Ouais. Tu penses que tous ces grands innovateurs accentuent la fracture, finalement, entre ça dépend lesquels. Entre les continents, entre les pays, entre les civilisations même? Ça dépend lesquels. Et encore une fois, si vous écoutez Kate Callow, comment elle travaille avec les populations locales, comment ce qu'elle veut faire, les modèles d'éducation qui, pour certains, sont inventés en France. C'est pour ça qu'à chaque fois, je leur demandais qu'est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants, dans quel monde vous voulez qu'on vive. Il y en a, encore une fois, qui veulent vraiment créer un monde meilleur. Et ça, je pense qu'on doit peut-être... C'est quand même une note optimiste, je pense. Et c'est ça aussi, peut-être, qu'on doit mettre aussi en valeur. Si fallait juste retenir deux, trois situations très rapidement rocambolesques dans lesquelles tu as recueilli certains de tes témoignages, a été descendu dans le bunker de... Ouais, raconte-nous cette histoire de bunker de Mark Zuckerberg à Hawaï, quoi. Oui, non, en fait, Mark Zuckerberg, c'est encore une fois quelqu'un qui est respectable, très intéressant. C'est lui le premier personnage, d'ailleurs, de ton... Oui, il y a le prélude, mais c'est lui le premier. Voilà. Non, mais il est extrêmement intelligent, il est fascinant, mais il y a quand même cette contradiction. Enfin, je veux dire, ce scandale Cambridge Analytica, alors il s'en est excusé plein de fois, mais à chaque fois, on a l'impression qu'il s'excuse, puis il recommence. Eh bien, cette machine à nous connecter, c'est vraiment son rêve. On se rend compte que lui, il adore la vie privée. Je l'avais vu à Palo Alto lorsqu'il a acheté petit à petit toutes les maisons adjacentes à la sienne, parce que lui, il voulait être tranquille. Effectivement, cette histoire de bunker, je me suis dit, et c'est pas le seul à avoir un bunker. Il y en a énormément d'entrepreneurs qui créent des bunkers aux États-Unis, mais aussi en Nouvelle-Zélande. Après, c'est très américain comme philosophie. Oui, mais je me suis dit, voilà, dans quel monde il veut qu'on aille, en fait. Effectivement, donc, pour faire court. Donc, t'es parti à Hawaï, c'est ça? J'étais aux États-Unis sur la côte ouest et j'ai vu un billet qui n'était pas trop cher. Je suis resté 3 jours de plus et effectivement, je suis. Vous avez entendu parler parce que c'est secret, non? Il y avait une super enquête de Wired, j'ai aucun mérite, super, qui expliquait tout ça sur une dizaine de pages avec ce range. J'ai discuté avec une consoeur type point qui s'appelle Aurélie Ria. Elle me dit ça devrait être super rigolo d'y aller. Donc je me suis documenté un peu. J'ai toqué quand même parce qu'à chaque fois quand même j'essaye de le faire de manière légale. J'ai essayé, on m'a dit non, c'est propriété totalement privée. Et après j'ai vu un petit chemin qui permettait d'avoir... Au début, je ne pensais pas aller à l'intérieur, mais après, j'ai vu le chantier. Et c'est un chantier gigantesque, effectivement. Alors, à 450 il a le droit, le bunker. Tout ça, c'est légal. Mais est-ce que c'est aussi pour le bien des Hawaïens? Alors, il donne le change. C'est-à-dire qu'au départ, ça s'est mal passé parce qu'on voyait qu'il a acheté ça en cachette de manière progressive, etc. Là, il donne le change. Il va participer à des musées locaux. Il participe à la vie locale, etc. Mais dans quel monde... C'est quoi son monde de rêve? C'est-à-dire que j'ai envie juste de m'arrêter un peu et d'expliquer un petit peu un peu le dessous des cartes. Mais qu'est-ce qu'il redoute quoi, il redoute quoi en fait? Un conflit nucléaire? C'est pour ça qu'il veut un bunker? Il y a un autre revirement qui m'inquiète peut-être un peu plus. Tu te souviens le film qui est passé sur Netflix, là où ils finissent d'ailleurs dans un bunker, là, je ne sais plus comment s'appelle celui. C'est une guerre civile. C'est de la fiction. C'est guerre civile. Ça, c'est la réalité. Non, mais il y a d'autres revirements qui sont intéressants à suivre. Je vais faire rapidement. Alex Karp, par exemple, une autre personnalité, vous savez, qui a co-créé Palantir avec Peter Thiel. Alex Karp, ça a été longtemps plutôt l'aile gauche de Palantir, parent universitaire, mère afro-américaine. Lui-même disait, on avait des débats avec Peter Thiel qui allaient jusqu'au bout de la nuit, etc. Son dernier livre, qui n'a pas été traduit en français, qui est assez fascinant, il appelle la Silicon Valley à s'armer, à aller vers le militaire. Donc ça, c'est aussi tout un pan de la technologie. Inversement, une américaine, Meredith Whittaker, dont je fais un long portrait, qui a étudié Foucault, elle aussi une intello, eh bien, elle se bat avec la Fondation Signal pour une IA, une technologie qui est à l'exact opposé. Encore une fois, il n'y a pas de fatalité, il faut faire continuer, moi je pense, à apprendre un maximum de choses, à apprendre les langues étrangères, à apprendre le code, à apprendre la culture, l'esprit critique dans un monde qui nous bouleverse pour en tirer le meilleur et pour surtout qu'on en reste maître. Dernière question, tu parles d'IA dans ce bouquin.
Oui, Est-ce que tu as fait appel à des outils d'IA pour le rédiger? Je fais appel quasiment... Genre ChatGPT ou Claude, tu évoquais Claude tout à l'heure. Oui, je fais appel à Perplexity, que j'adore pour des documents scientifiques. Je fais appel quasiment au quotidien maintenant en tant que journaliste à des outils de transcription, parce que ça nous fait gagner un temps monstrueux. Les outils de deep research de Perplexity ou de ChatGPT pour aller plus loin dans les modes de recherche. Tout ça, c'est super à partir du moment où on comprend. Encore une fois, il ne faut pas aller vers la parano. Il y a des outils de génération de code qui sont super. Lorsque vous allez pouvoir sélectionner certaines parties, on va vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu peux l'améliorer. Il faut juste, encore une fois, qu'on en garde le contrôle et qu'on comprenne comment ça fonctionne. D'accord. Pour rester enthousiaste. C'était foolish, comme disait Steve. Et hungry, voilà. Et hungry. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous les deux. Vous êtes super, évidemment, super on vous collègues. conseille, alors non pas parce qu'on aime beaucoup Guillaume, mais parce que c'est un bouquin hyper intéressant que vous allez lire en un week-end. Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle, paru aux éditions Grasset. Merci Guillaume. Et puis j'avais une petite puce électronique et je me suis fait enlever. Hein. Ça, on en reparlera. Bon, on en reparlera une autre fois. On attend la version 2, les pionniers français. Les Français, ouais. Voilà. Donc il y a un chapitre entier, mais c'est vrai que chaque histoire méritait un chapitre. T'as raison. Exactement. Merci Fred. Demain, tu seras là aux commandes de Tech & Co. À ta place. Et jeudi prochain, donc après-demain, nous serons à Marseille à l'occasion de l'AIM, ce grand rendez-vous dédié à l'intelligence artificielle. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Vous restez avec nous. Tech & Co n'est pas terminé. On va parler de cette histoire incroyable de vol de voiture à cause, vous savez de quoi? Eh bien, d'une enceinte connectée. On en parle avec notre invité. Tech & Co, la quotidienne, décryptage. Jérôme Billois nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Associé en cybersécurité et confiance numérique au sein du cabinet Wavestone. Incroyable cette histoire qui a fait la une des journaux et on se dit, bah voilà, il fallait qu'on décrypte ça dans Tech & Co. C'est ce réseau international de voleurs de voitures qui a été démantelé par la justice française. Alors les malfaiteurs utilisaient, écoutez bien, des enceintes connectées reprogrammées pour prendre le contrôle des véhicules en moins de 2 minutes. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors c'est une nouvelle méthode pour voler des véhicules, effectivement, qui commence à être connue dans les milieux un peu informés, des milieux de cybersécurité, etc. à partir de 2023. En fait, on va prendre une enceinte connectée qui a été vraiment modifiée. C'est plus pour maquiller le fait que ce soit un outil d'attaque numérique qu'autre chose. Donc c'est pas qu'une enceinte connectée, on a rajouté des composants. C'est ça ? Voilà, on rajoute des composants qui permettent de parler à la voiture, qui permettent quelque part d'utiliser le réseau interne de la voiture, et on va se connecter à la voiture, souvent même physiquement. C'est assez drôle parce que dans le cas de vols qui ont été loupés, on avait par exemple le phare de la voiture qui avait été enlevé. Pourquoi ? Parce qu'on va enlever un morceau de la voiture. C'est par là qu'on va rentrer dans le cerveau de la voiture. Sur le réseau de la voiture, et on envoie des paquets informatiques sur le réseau, comme on le fait avec nos téléphones, nos ordinateurs, pour déverrouiller les portes et pour donner l'accès au véhicule. Incroyable. Et le pire dans cette histoire, c'est que ça a marché, en fait. Ça marche. Il y a énormément de véhicules qui ont été volés de cette manière. Alors, c'est une des manières de voler numériquement des véhicules. Et aujourd'hui, les statistiques qui circulent, c'est 70% des véhicules volés le sont sans effraction. C'est vraiment en utilisant plusieurs techniques. Alors, il y a celle dont on parle là, de l'injection sur le réseau de la voiture. On a le rejeu des clés également, qui était une technique connue et qui marche aussi, et qui est utilisée par beaucoup de voleurs, on va dire, numériques, qui consiste à écouter. Finalement, vous savez, aujourd'hui, on a des clés sans contact qui émettent dans une sphère assez large, finalement, autour de nous. Et ce qui fait que quand on s'approche du véhicule, souvent la voiture se réveille parce qu'elle voit que la clé est en train d'arriver, de se rapprocher en fait du véhicule. Voilà, une autre méthode de vol numérique, ce sont des malfrats comme ça qui se mettaient près des portes d'entrée des maisons. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans sa maison ? On pose sa clé sur le premier meuble et finalement l'onde émise par la clé, on peut la capter depuis l'extérieur. Et donc ils agissent avec 2 personnes, un malfrat à l'extérieur de la maison, un téléphone qui capte les ondes, un autre près du véhicule qui rejoue les ondes. Et finalement avec ça, ils pouvaient aussi ouvrir des véhicules. En fait, ils vont cloner, c'est comme s'ils clonaient finalement la télécommande de la voiture, quoi. Oui, alors c'est ce qu'on faisait il y a encore plus longtemps. Vous savez, il y avait les histoires de dire, il y a des gens sur les parkings des supermarchés qui captait quand on fermait sa voiture à distance. Alors aujourd'hui, la plupart des véhicules sont protégés contre ces attaques basiques de rejeu, de captation d'une clé numérique à un moment et de rejeu ultérieur. Mais par contre, il reste d'autres scénarios, dont les scénarios les plus avancés, là, qui vont jusqu'à vraiment accéder au réseau interne de la voiture en démontant des morceaux.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la gendarmerie, pour cette histoire d'enceinte connectée, a saisi évidemment plein d'appareils comme ça qui ont été modifiés. Et c'est un trafic international qui touche l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient. On pouvait même acheter, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé d'être un spécialiste de la tech ou de la cybersécurité. On peut acheter, c'est typiquement cette enceinte connectée modifiée, on pouvait l'acheter pour s'en servir, en fait, et voler des voitures. Oui, alors on parle beaucoup de transformation numérique dans Tech & Co. Ce qu'il faut voir, c'est que les criminels et les cybercriminels ont vraiment réussi leur transformation numérique, parce que là, l'expert qui avait trouvé comment finalement s'insérer dans le réseau de ces voitures et de maquiller ces équipements électroniques, eh bien, il en a fait un business, comme font beaucoup de criminels ou de cybercriminels. Ils mettaient à disposition sur des messageries chiffrées, sur des réseaux de revente de criminels, finalement ces équipements qu'on pouvait trouver somme toute assez facilement, et ben, quand ça marche, évidemment tout de suite ça a un gros succès, et c'est pour ça qu'il a plu, la gendarmerie parle d'une saisie de biens de l'ordre d'1 million d'euros. Donc on voit malheureusement que dans ce cas-là, le crime avait quand même payé pas mal. Est-ce que les constructeurs automobiles et les équipementiers qui fournissent, en fait, parce que c'est pas Renault qui va fabriquer son propre système de verrouillage des véhicules, ils achètent ça sur étagère à des équipementiers réseau, est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience en fait, de ces failles technologiques ? Alors oui, les vols électroniques, c'est aujourd'hui le premier fléau dans le vol des voitures, et donc les constructeurs le prennent en compte. Le problème, c'est qu'il faut comprendre comment on fabrique une voiture aujourd'hui. C'est des cycles, chez les constructeurs historiques, assez longs. Oui. Des cycles entre 3 et 5 ans entre le moment où on va concevoir le véhicule, et donc on va définir son niveau de sécurité, et le moment où le véhicule arrive sur le marché. Et donc, on n'est pas comme sur un ordinateur ou un smartphone où on peut, en quelques clics, mettre à jour facilement le véhicule et changer les composants. Sauf les Tesla. Alors Tesla a une autre approche, c'est vraiment une voiture logicielle, comme on dit, où énormément de fonctions sont centralisées dans un ordinateur central, et donc c'est plus facile à mettre à jour que les modèles des constructeurs qui, comme tu le disais, s'appuient beaucoup sur d'autres fabricants. On a entre 50 et 150 mini-ordinateurs aujourd'hui dans une voiture standard, on va dire, et tout cela viennent de fabricants différents. Donc ils ne se mettent pas tous à jour, en fait, à partir du moment où ils ont été fabriqués et programmés. Après, on ne peut pas mettre tout à jour. Souvent, ce qui se met à jour, c'est la console centrale, c'est le système multimédia, parce qu'il y a aussi des évolutions des téléphones qu'on branche dessus, etc. Par contre, le mini-ordinateur qui gère les freins, qui gère, dans notre cas, le verrouillage des portes, ce genre de choses n'est normalement même pas trop accessible à distance. Donc, face à cette menace-là, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, les bonnes solutions de sécurité physique. C'est d'ailleurs ce que recommandent les forces de l'ordre, c'est de mettre une barre qui va permettre de verrouiller le volant. Tout simplement. Le bon vieil antivol du véhicule à l'intérieur qui bloque le volant, quoi. Voilà, même s'il faut faire attention au modèle, parce qu'effectivement, on peut aussi crocheter la serrure, etc. Mais c'est en combinant des mesures numériques et des mesures physiques que finalement, on va arriver à protéger au mieux son véhicule. C'est d'ailleurs comme ça qu'on protège aussi beaucoup les systèmes dans les entreprises, dans les usines, contre différentes attaques cyber. Voilà, mais c'est vrai que nous, en tant qu'utilisateurs, on n'a pas grand-chose à faire, à part, voilà, comme tu le disais, rajouter un antivol physique dans la voiture. On peut pas mettre un antivirus sur son véhicule pour empêcher ces attaques. Est-ce que les assurances fonctionnent dans ces cas-là ? Tiens, c'est une bonne question. Alors de plus en plus, parce qu'elles ont évidemment vu la difficulté. Oui, parce que souvent, il n'y a pas d'effraction dans le véhicule. Voilà. C'est si personne n'était couvert, l'assurance ne servirait plus à rien. Ça a été un gros sujet de ce que j'entends. Alors, je ne suis pas spécialiste d'assurance, mais de ce que j'ai entendu, ça va mieux sur ce volet de la couverture. Voilà, enceinte Bluetooth, étonnant quand même cette histoire. Merci beaucoup Jérôme. Merci. Merci pour tes éclairages. Tu es associé en cybersécurité et confiance numérique au sein du cabinet Wavestone. Et bien voilà, ce Tech & Co est terminé. Merci de nous avoir suivis en ce 11 novembre. On sera là bien sûr demain, c'est Frédéric Simotel qui sera aux commandes. Et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un Tech & Co exceptionnel. Jeudi, on sera à Marseille au rendez-vous AIM. On va parler d'intelligence artificielle, bien sûr. D'ici là, très belle soirée et à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.